Jean-Christophe Buisson, bonjour. Vous êtes Bonjour. journaliste et directeur adjoint de Figaro Magazine. Je vous remercie déjà au nom de Arménie Info de nous accorder cet entretien. Vous avez été l'un des très rares journalistes, il faut bien le dire, qui a couvert les événements qui se sont déroulés en Arménie et en Artsakh. La première question que je voulais vous poser, c'est quel a été votre rapport à l'Arménie et à cette région avant même la guerre? Alors, il se trouve que je couvre pour le Figaro Magazine depuis une vingtaine d'années tout ce qui est un peu à l'Est. Il y a un tropisme chez les journalistes français, en particulier sur l'Ouest, et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Est. Donc, j'ai beaucoup travaillé en ex-Yougoslavie, dans tout l'espace slave, beaucoup en Russie. Par la Russie, je me suis intéressé au Caucase. Par le Caucase, je me suis intéressé à la Transcaucasie, comme on dit, c'est le Caucase Sud. Et j'y ai trouvé un intérêt à la fois journalistique et puis humain. Pour le Figaro Magazine, je suis parti faire des reportages, mais pas des reportages de guerre, vraiment des Ouais. reportages plutôt touristes, pour faire découvrir l'Arménie aux lecteurs du Figaro Magazine, au point que j'ai même organisé des voyages avec des lecteurs du Figaro Magazine en Arménie, avec un guide local, pour leur faire découvrir les merveilles de ce pays. Donc je me suis familiarisé avec ce pays sans avoir d'attache D'accord. ou d'amitié particulière. Et puis quand, fin septembre, même au mois d'août, on a commencé à entendre des bruits de bottes parce que les journalistes, les rares journalistes qui suivaient un petit peu cette région, n'ont pas manqué de noter, en juillet, l'histoire de Sainte-Sophie à Istanbul, qui était un petit signal faible qu'il allait se passer quelque chose, et deux, fin juillet, début août, des manœuvres en Azerbaïdjan par les armées turques. Quand on a vu que les avions repartaient à vide de Bakou, on s'est dit, tiens, si les Mm. Turcs restent sur place, c'est qu'il va peut-être se passer quelque chose. Donc il y avait une succession de signaux faibles qui fait que je me suis un petit peu attaché à regarder de près. Et quand le 27 septembre a commencé l'offensive, il m'a semblé assez vite que ça ne serait pas comme une guerre des 4 jours en 2016 ou des escarmouches, que compte tenu de ce qui s'était passé au mois d'août, compte tenu de l'agressivité de Erdogan depuis plusieurs mois, et pas seulement dans cette région, bien sûr en Libye aussi, bien sûr en Méditerranée orientale, bien sûr en Syrie, il était fort probable qu'on entrait dans un conflit plus difficile, et que pour des raisons à la fois personnelles, encore une fois, et parce que j'ai aimé ce pays, et j'aime les gens, et historique, parce que je suis un passionné d'histoire, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, et je connais l'histoire et des relations entre la France et l'Arménie qui sont particulièrement étroites, et je sais quel amour portent les Arméniens à ce pays qui les a accueillis après le génocide de 1915, notamment. Très vite, je me suis dit que peut-être qu'il fallait que j'y retourne. Alors, vous me permettez de faire justement une transition avant de revenir sur votre voyage pour parler justement de l'histoire, ce que nous avons beaucoup ressenti, que ce soit dans la communauté arménienne ou en Arménie, vis-à-vis de la position que la France a, en tout cas les institutions françaises ont Mhm. adoptée pendant cette guerre. C'est une incompréhension et davantage les Arméniens de France, ou les citoyens arméniens de France, qui ne comprenaient pas une chose qui remonte à vraiment 100 ans d'histoire. C'est-à-dire que si on regarde bien, effectivement, vous avez évoqué le génocide, la Première Guerre mondiale, où la Turquie était déjà dans une alliance contre la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie avait signé le 18 juin 1941 un traité avec la Turquie. Et actuellement aussi, nous voyons que l'Allemagne, au sein de l'Union européenne, protège la Turquie des sanctions économiques européennes. Et nous voyons aussi qu'à ces trois époques, à chaque fois, le peuple arménien, pendant la Première Guerre mondiale, après le génocide, les Arméniens qui sont venus en France se sont engagés directement, pas tous bien sûr, mais une majorité se sont engagés dans les légions étrangères Bien sûr. volontaires pour combattre l'ennemi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Arméniens, à la fois dans l'Union soviétique, combattaient sur l'autre front, et à la fois ici, on connaît les Tchakérians, Manouchians dans la Manouchian, bien sûr. résistance. Et là encore, l'histoire se répète où nous voyons pendant cette guerre, cet événement dramatique qui a frappé Samuel Paty, cet enseignant, sur le sol français. On voit que l'Arménie a encore une fois été au premier front contre la barbarie terroriste, Bien sûr. djihadiste. Et c'est ça que nous comprenons pas, c'est comment vous expliquer que les élites politiques françaises ne comprennent pas que ce n'est pas un problème arméno-arménien, mais que ça dépasse largement le problème arménien et qu'il en va de l'intérêt du Hmm. peuple français aussi. Très franc, je ne comprends pas non plus. Hmm. Je ne comprends pas non plus, sinon ce que je sais de nos élites, notamment politiques, depuis un certain nombre d'années, c'est que c'est une absence de connaissance de l'histoire, de recul historique, qu'avaient nos précédents présidents, notamment François Mitterrand, par exemple sur la Yougoslavie, sa position
qui était perçu comme quelque chose de trop ambigu, s'expliquait aussi par une connaissance profonde de l'histoire et des relations, notamment entre les Français et les Serbes depuis des siècles. Et concernant l'Arménie, moi je remonterais même avant 1915. Léon V de Lusignan, ça n'est pas rien. Alors c'est le Moyen-Âge, c'est des temps obscurs, mais il y a une relation entre l'Arménie, il faut rappeler qu'il est enterré à la basilique de Saint-Denis quand même, il était roi de Cilicie, que les Français étaient en Cilicie après 1918, après le traité de Sèvres, qui était ensuite endommagé par Mustapha Kemal et le traité de Lausanne. Mais pour revenir à ça, il y a cette absence de connaissance de l'histoire de nos élites, il me semble. Donc ils ne comprennent pas le temps long, qu'ils ne comprennent pas les ressorts historiques, moraux, philosophiques, civilisationnels, culturels qu'il peut y avoir dans cette histoire. Ils ne comprennent pas non plus que lorsqu'il y a des événements aussi importants que les élections américaines et une pandémie à soigner, à tenter, enfin en tout cas à essayer de contrôler, eh bien le monde continue à tourner. Et il se passe des choses ailleurs. Et d'ailleurs, je suis persuadé, moi, au fond de moi, que cette attaque de Erdogan et de Aliyev, le timing de cette attaque correspond au fait qu'ils se doutaient que personne ne regarderait de ce côté-là du globe à ce moment-là, puisqu'il y avait d'autres sujets. Mais le fait est que je distinguerai la France et l'Allemagne parce que l'Allemagne, pour les raisons que vous avez évoquées, son attitude dans les deux guerres mondiales avec la Turquie, et puis la présence d'une très forte communauté turque qui pèse un réel poids politique en Allemagne, je pense qu'Angela Merkel s'est sentie un petit peu coincée, bloquée, volontairement, involontairement, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle n'avait pas la liberté que nos gouvernements avaient dans cette affaire. On voit une continuité quand même de la position allemande qui est assez perturbante, surtout qu'elle a reconnu lors de l'année du centenaire du génocide arménien, l'Allemagne et le Bundestag ont reconnu la participation de l'Allemagne, ce qui était quand même un fait qu'on attendait depuis longtemps, au génocide des Arméniens. Et c'est pour ça que aujourd'hui on voit quand même une situation, au-delà du fait que effectivement nos élites politiques manquent peut-être d'une analyse historique, mais ne manque pas-t-il d'une analyse du présent? Parce que l'expansionnisme d'Erdogan, il est là devant nous avec le Chypre, avec ce qui se passe avec la Grèce, avec les Kurdes, avec la Syrie. Alors il ne faut pas soupçonner des choses diplomatiques qu'on ignore, des choses non dites. Par exemple, le fait que Erdogan, depuis des années, exerce un chantage avec l'Europe en disant « j'ai des millions de migrants chez moi que je garde », ce qui est vrai, des réfugiés de la guerre de Syrie. Si vous m'embêtez trop, j'ouvre le robinet et puis vous débrouillez avec ça. Donc, il ne faut pas négliger cette part des choses. Moi, je pense qu'elle est importante, comme sont importantes les relations économiques entre la France et la Turquie, comme sont importantes les pressions diplomatiques, la diplomatie du caviar que joue le président Aliyev avec la France, avec certains élus politiques, avec certains journalistes aussi. Moi, j'ai été sollicité plusieurs fois pour me rendre là-bas pour des sujets de reportage tout à fait neutres, touristiques. Il se trouve que j'ai refusé. Je sais que des confrères l'ont accepté. C'est pas pour ça qu'ils sont obligés de ne pas raconter ce qui se passe, mais il y a tout ça qui joue dans cette attitude un peu ambiguë de la France. Il y a l'idée que quand même cette région-là, il y a deux puissances influentes qui sont la Turquie, la Russie. C'est un petit peu un territoire réservé à ces nations-là. On ne va pas trop s'en mêler. Et puis il y a eu un blocage, il me semble concrètement, par l'appartenance au groupe de Minsk de la France, qui appartenant au groupe de Minsk, auquel appartiennent aussi les États-Unis, n'a rien voulu faire sans l'accord des États-Unis. Or les États-Unis étaient empêtrés, encore une fois, dans cette fameuse élection qui n'en finissait pas. Raison pour laquelle les Russes, à un moment donné, ont pris la main en disant « Bon, vous vous occupez de vos élections, vous ne voulez pas vous en occuper, je vais m'en occuper, ça tombe bien, c'est une zone d'influence. » Et dans l'histoire, les seules victimes, c'est vraiment les Arméniens, victimes d'un calendrier, victimes de l'agressivité des Turcs, victimes de la passivité de l'Europe, à la fois par Merkel, pour les raisons que j'ai évoquées, et par Macron, parce qu'il veut rester dans le cadre du groupe de Minsk, en disant « Si on sort du groupe de Minsk, après, on ne pourra vraiment plus rien faire. » Je pense qu'il s'est dit ça. Et puis, je pense qu'on sous-estime vraiment la personnalité d'Erdogan. On voit bien depuis des années qu'Erdogan, il avance des pions, et puis si on lui tape un peu sur la tête, il recule. Mais si on ne lui tape pas sur la tête, il avance le pion suivant. Et là, il me semble que c'était un test grandeur nature, avec une position idéale, puisqu'il n'est pas en première ligne. Officiellement, c'est un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On n'a rien à voir dans cette histoire. Il se trouve que le photographe avec qui je suis parti continue à travailler sur place depuis le cessez-le-feu du 10 novembre.
ils m'envoient tous les jours des photos de Les drapeaux atrocités turcs. continuent. Et puis surtout des drapeaux turcs, sans parler des atrocités, des drapeaux turcs qui flottent. Qui flottent. Ça veut dire que c'est pas il n'y a pas que l'Azerbaïdjan, il y a vraiment un fait assumé que la Turquie s'installe des bases militaires. Quand on met un drapeau turc sur une base militaire, c'est que c'est une base militaire turque. Je ne vous parle même pas des tanks qui entrent dans les villes avec des drapeaux turcs, parce qu'on pourrait se dire c'est les Azéris qui remercient les Turcs. Non, non. Militairement, c'est plus un drapeau sur un char, un drapeau sur une base, c'est plus qu'on remercie la Turquie. C'est pas la même histoire. Et ça, je crains que le gouvernement n'ait pas mesuré effectivement l'importance de cet événement, en dehors de tout le reste dont on va effectivement parler, des opérations militaires et des atrocités qui continuent. Alors justement, vous avez parlé de cette position de la France. Ce qui a été assez surprenant pendant ces événements, c'est une déclaration d'Emmanuel Macron qui n'a laissé aucun doute, c'est-à-dire qu'il n'a dit que il ne va pas dire quelles sont les lignes rouges puisqu'elles sont déjà franchies, qu'il reconnaît que la Turquie et l'Azerbaïdjan ont ramené des djihadistes sur le front, que c'est inacceptable, qu'il a reconnu que l'agresseur c'est l'Azerbaïdjan. Absolument. Et en même temps, son ministre des Affaires étrangères... Et en même temps, vous l'avez dit, voilà, je rappelle que c'est le mantra d'Emmanuel Macron depuis 3 ans. Et en même temps, son ministre des Affaires étrangères explique que la France doit garder une neutralité. Et je reviens sur ce que vous avez dit, sur le fait que la France fait partie des coprésidents du groupe de Minsk. Et si la France prônait une position partisane, elle se décrédibiliserait. Sauf que ce que je trouve assez étrange, c'est que ce que nous, on pense, c'est que justement... À partir du moment où vous êtes coprésident d'un groupe qui est censé de gérer diplomatiquement un règlement pacifique d'une situation et que vous avez un des deux belligérants de ce conflit qui est l'agresseur, qui utilise des crimes de guerre, des djihadistes, etc. et que cet agresseur n'est pas sanctionné, vous êtes de facto décrédibilisé dans votre position de coprésident. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et pour revenir à ce que vous disiez dès le début, effectivement, à partir du moment où Emmanuel Macron, il y a quelques mois, à la suite de François Hollande, à la suite de Nicolas Sarkozy, a déclaré qu'aujourd'hui, le vrai danger, la vraie guerre, c'était contre les islamistes. Raison pour laquelle on justifie notre présence au Mali, où des soldats français meurent depuis des années pour combattre les djihadistes, pas pour le plaisir, mais parce qu'on considère qu'il faut aider le Mali à combattre les djihadistes, parce qu'on s'aide nous-mêmes, parce qu'en protégeant le Mali, on se protège nous-mêmes. C'est la doctrine depuis 10 ans, un peu moins de 10 ans, au Mali. Mais, pardon, mais... On est dans l'Artsakh, on est en Arménie, il y a 2-3 500 mercenaires djihadistes venus directement d'Idlib par des avions turcs qui se réclament du djihadisme. Moi, les soldats que j'ai vus sur le front me racontaient, alors c'est leur témoignage, il vaut ce que vaut un témoignage, disant, on les voyait arriver, hurlant Pakistan, Pakistan, parlant anglais, pas du tout azéri. Ils étaient là, les ennemis étaient là, les mêmes qu'on combat au Mali, et on n'intervient pas. Alors qu'on a en plus, encore une fois, cette histoire commune avec l'Arménie depuis des décennies, des siècles, qui ferait qu'on a encore plus de raisons de les aider, et on a encore plus de raisons de dire, il y a un agresseur qui utilise les ennemis de la France, qui sont les djihadistes, il n'y a pas de discussion possible. Or, non seulement il y a des discussions, mais en plus, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, annonce qu'il y a neutralité. Il n'est pas sur la même longueur d'onde. Je soupçonne une tension entre l'Élysée et le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay étant toujours à arrondir les angles, c'est une tradition dans le Quai d'Orsay. Oulala, pas de vague, pas de conflit, encore une fois, dans une zone qui est plutôt d'influence soit turque, soit russe. Mais à partir du moment où le président de la République utilise sa voix, qui est la voix suprême, pour dire il y a un agresseur et il y a un pays qui utilise nos ennemis, j'avoue ne pas comprendre comme vous, d'être dans le même désarroi. Et c'est un peu ça qui m'a poussé à partir là-bas en me disant, mais s'il le dit, c'est qu'il a des informations. Les Russes le disent aussi, il a des informations. S'il le dit nommément, c'est que c'est très fort. Donc il n'y a pas de discussion. Oui, c'est pas n'importe qui, le président de la République. C'est pas un député de l'opposition qui dit il y a des djihadistes en s'appuyant sur des fake news ou des vidéos. C'est le président de la République française qui déclare il y a un ennemi et un pays qui utilise les armes qui sont interdites. Et à propos d'armes interdites, en plus, on s'aperçoit que les armes interdites, c'est les djihadistes, mais c'est aussi des bombes à sous-munitions, c'est des bombes au phosphore. Moi, j'ai vu des médecins qui m'ont montré les photos de gens qu'ils avaient, eux, soignés, blessés au phosphore, brûlés au phosphore. Alors ça, maintenant, on est dans cette phase, justement, de documentation de toutes les horreurs, les bombardements de civils, pardon, mais c'est pas normal. Alors, l'argument, moi, je voyais bien, les Azéris, c'était, on a bombardé la cathédrale de Chouchi ou l'hôpital de Stepanakert, parce que il y a 30 ans, pendant la guerre, il y avait des dépôts de munitions
souterrain, sous l'église ou sous l'hôpital. Donc préventivement, on va bombarder l'église et l'hôpital, comme ça, si jamais il y avait encore des munitions, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, mais donc il y a l'hôpital qui est détruit, des écoles qui sont détruites, des quartiers résidentiels qui sont détruits. Pourquoi ils sont détruits? C'est à la fois pour, évidemment parce que c'est la guerre, mais pour faire fuir la population civile. Pourquoi fuir la population civile? Pour qu'elle débarrasse le plancher et qu'on se réinstalle. Ça s'appelle de l'épuration ethnique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est soft. C'est pas comme en Bosnie. C'est avec beaucoup moins de morts qu'en Bosnie ou au Rwanda. Je le concède. Il y a eu finalement assez peu de civils tués pendant ce conflit. Mais on les a terrorisés. Il se trouve que l'Arménie est un pays démocratique. Il se trouve qu'à la tête de ce pays, un Premier ministre, même s'il est contesté, qui n'est pas un dictateur, qui n'est pas un homme autoritaire et qui ne fait pas ce que font les régimes autoritaires dans ces cas-là, c'est-à-dire on laisse les civils se faire bombarder, on s'en sert comme bouclier humain pour dire regardez c'est horrible ce qui arrive. Non, il a demandé à la population d'évacuer en sachant le risque qu'il prenait, c'est-à-dire peut-être sans espoir de retour. C'est ce qui se joue en ce moment. Il n'y a que 10, 11 000 Arméniens qui sont revenus en Artsakh depuis le cessez-le-feu, il y en a 100 à 120 000 qui sont partis. Le delta est quand même gigantesque. C'est un pari qui est osé. Maintenant, les Russes supervisent comme ils peuvent cette région, mais les semaines qui viennent vont être effectivement décisives. Mais moi, tous les réfugiés que j'ai vus, quand j'ai vu notamment à Goris, à l'extrême est de l'Arménie, de l'autre côté de la frontière, je me disais, mais moi, j'ai plus de maison. Je veux bien revenir à Stepanakert, mais au-dessus, à 15 km, il y a une ville qui nous sortait. Certains, ils brûlaient leur maison en partant. Bien sûr. Alors ça, c'est plutôt dans le nord et plutôt dans les régions rendues. Voilà, Artsakh, dans la zone tampon, effectivement. Mais même, eux, ils n'ont plus de maison. Ils disent, je vais revenir, comment je reconstruis ma maison, avec qui je vis, avec au-dessus de moi une ville, avec les canons de Azeri pointés sur Stepanakert pour à n'importe quel moment bombarder. Mes enfants, les écoles, il n'y a plus d'écoles. Il y a 28 à 30 000 scolaires, lycéens qui ont quitté l'Artsakh et qui sont aujourd'hui dans des hôtels, dans des maisons ou dans leur famille en Arménie, avec aucune perspective de retour. Parce que une famille qui revient très bien, mais s'il n'y en a qu'une, ça ne sert à rien. Il faut reconstruire les écoles, il faut refaire des classes, il faut refaire des lycées, toutes ces structures-là ont disparu. Et les Azéris savaient très bien ce qu'ils faisaient en détruisant des quartiers résidentiels et pas seulement des cibles militaires. Ils savaient très bien qu'ils rasaient d'une certaine manière la ville pour empêcher les habitants arméniens d'y vivre ou d'y revivre plus tard. Donc ils vont dire, on voit très bien les discours azéris, ça veut dire « Ah mais on n'empêche personne de revenir ». Revenez, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de tension. En ayant créé une situation qui interdit en fait le retour. Moi j'ai vraiment vu ça en Bosnie. La Bosnie aujourd'hui est en paix pour une raison très simple, c'est qu'elle est le contraire de ce qu'elle était supposée être lorsque les intellectuels disaient il faut une Bosnie multiethnique. Sur le papier, oui, elle est multiethnique. Dans la réalité, vous avez des villages serbes où il n'y a que des Serbes, des villages croates où il n'y a que des Croates, et des villages musulmans où il n'y a que des musulmans. Mais ils sont séparés, ils ne se tapent plus dessus parce qu'ils sont ethniquement homogènes. Alors on peut appeler ça la Bosnie avec à l'intérieur la Fédération croato-musulmane, la République Srpska, en disant mais regardez, les trois communautés vivent dans un État, oui mais c'est un État qui est divisé avec une homogénéité ethnique. Donc sur le papier, il n'y a plus de guerre et tout est préférable à la guerre, mais c'est une épuration ethnique dans les deux sens, dans tous les sens. Vous savez, dans la continuité, dans ce que vous dites, ce qui est assez étrange, je dois vous l'avouer, c'est que on ne comprend pas, au-delà de l'aspect diplomatique, comment on peut continuer à demander aux Arméniens de cohabiter avec les Azéris, sans même parler de l'histoire, ou avec les pogroms, avec le génocide, etc. Mais rien que les déclarations de Ilham Aliyev qui a dit clairement je vous avais dit qu'on chassera les chiens, et qui 2 jours après explique qu'il n'a rien contre les Arméniens et que nous pourrons vivre ensemble. Enfin, je voulais vous poser une question parce qu'on a la chance de vous avoir avec, puisque vous êtes dans ce monde journalistique depuis des années. Vous avez évoqué tout à l'heure justement la politique caviar. La question que beaucoup se posent, c'est comment peut-on résister à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas, c'est une idée, durcir la législation, essayer de faire en sorte que ces lobbying ne soient pas aussi libres? Parce que pendant ce conflit, nous avons été frappés quand même par différents documentaires qui allaient totalement dans le sens de la propagande azérie, qui ne relatait pas du tout les faits tels qu'ils sont, qui expliquait… en fait, tout était inversé. C'est vraiment quelque chose
que nous, les Arméniens, on connaît dans la manière que les Turcs ont l'habitude justement d'inverser la situation, c'est-à-dire que les Arméniens ont fait venir des terroristes du PKK, les Arméniens ont attaqué les populations civiles, en fait, ils inversaient tout. Et c'est vrai que les journalistes français le reprenaient beaucoup. Et on a toujours cette question, est-ce qu'ils le font sous pression? Est-ce qu'ils le font en méconnaissance totale de la réalité? Est-ce qu'ils reprennent des informations, parce que ça aussi, ça existe. Parfois, les gens qui ne connaissent pas forcément, ils reprennent quelque chose qui est déjà publié. Comment on peut lutter contre ça avec l'expérience que vous avez? Moi, je crois qu'on vit dans une époque qui est totalement relativiste. Il ne peut pas y avoir des bons et des méchants. Il faut qu'il y ait à un moment donné une zone neutre. Les bons ou les victimes ne sont pas forcément que des bons et des victimes, et les méchants ne sont pas forcément des monstres. Ce que vous dites est tellement vrai, l'effet miroir, c'est, vous savez, il y a un violoncelliste arméno-belge qui est venu jouer dans la cathédrale de Chouchi, qui a d'ailleurs été filmé, qui est extraordinaire. Repris, Mais voilà, les Azéris ont fait la même chose. On fait la même chose. Et alors, les journalistes français, lorsqu'ils voient un peuple qui, par ailleurs, est attaché à son histoire, est attaché à son identité, a résisté contre les Turcs, les Arabes, les Perses, les Mongols, les Russes, tout ça, avec une forte communauté implantée en France, on se dit, bon, il ne faut pas en faire des héros, il ne faut pas en faire des martyrs, même s'ils le sont, parce que c'est toujours un peu plus compliqué. Donc on va chercher des informations en face avec l'illusion de croire, de dire, regardez, comme je suis un journaliste objectif, je croise mes informations, je croise mes sources. Je vais voir d'un côté ceux qui se disent victimes, et de l'autre côté, ceux qui sont supposés être coupables. Et je mets ça en parallèle, et je fais du grand journalisme objectif, parce que j'ai donné la parole aux deux camps. Albert Londres, il faisait pas ça, hein, pardon. Quand il allait voir les bagnards, quand il allait voir les esclaves noirs en Afrique, il n'allait pas aller voir ensuite ceux qui les mettaient en esclavage. Il dénonçait une situation. Et le problème, c'est ce relativisme. C'est que là, il n'y a pas à aller voir ce que font, ce qui se passe dans la tête des Azéris. Il y a juste à constater, ne serait-ce que ça, constater ce qu'on a été quelques-uns et pas nombreux à faire, les victimes, ce dont elles souffraient. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir s'il y a eu un bombardement du côté azéri quand je vois des villes, tous les jours, toutes les nuits, bombardées, des heures et des heures et des heures et des heures sans discontinuer. Quand je vois des victimes de phosphore, quand je vois des milliers de gens sur les routes qui repartent, quand je vois des gosses de 20 ans qui la veille étaient web développeurs à Erevan et qui se retrouvent avec un fusil, ils savent à peine comment l'utiliser, et des jumelles, alors qu'en face vous avez des drones de surveillance, des drones d'attaque, des satellites à 10 000 mètres au-dessus des nuages qui repèrent si vous avez un téléphone portable et qui donnent l'information au drone pour taper à cet endroit. Et en face, vous avez des gosses qui prennent les jumelles de la grand-mère du village d'à côté, les jumelles avec lesquelles elle regarde ses troupeaux, qu'elle a de l'époque soviétique, qu'elle a depuis 40 ans. Et c'est ça pour regarder les lignes ennemies et voir les positions ennemies. Quand il y a une telle différence, quand il y a un tel combat inégal, à quel moment on fait un travail de journaliste très objectif et quel journaliste est allé du côté de Bakou sans être embedded avec l'armée officiellement à tel endroit et pas tel autre? Qui? Mais au-delà de ça, il y a une logique à un moment donné, c'est-à-dire qu'il suffit de juste ouvrir la carte et se poser la question, est-ce qu'un pays avec 2 500 000 habitants va d'un coup s'attaquer à 100 millions d'habitants? Enfin, oui, et puis surtout, on veut croire que c'est un pays c'est un combat entre deux États, entre deux pays, entre deux nations, mais c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, moi, les gens me disent, mais arrêtez de dire que ce sont des Turcs, ce sont des Azéris, des Azerbaïdjanais, mais c'est pas une nationalité, c'est ça qu'on ne comprend pas dans ce conflit, et c'est là où la France a tort de ne pas voir. Il y a un projet pan-turc, bien sûr, avec Turkménistan derrière la mer Caspienne. Le corridor dont personne ne parle, au sud de l'Arménie, qui a accepté, qui est l'article 9, je crois, du cessez-le-feu, qui permet une liaison entre le Nakhitchevan et l'Artsar, enfin le Haut-Karabakh aujourd'hui, qui permet ce corridor, le Nakhitchevan ayant une frontière de 11 km échangée à l'époque avec l'Iran, avec la Turquie. Ça veut dire que vous avez un couloir turcophone qui va non seulement de la mer Noire à la mer Caspienne, ce qui n'existait pas avec l'Arménie qui faisait tampon, mais au-delà, qui va en Ouzbékistan, qui va en Turkménistan, qui va jusqu'à Urumqi, au Xinjiang, chez les Ouïghours. Vous avez cette colonne-là. Mais comment les diplomates du Quai d'Orsay ne peuvent pas s'inquiéter? Je ne dis pas dénoncer, s'inquiéter. Est-ce que vous ne pensez pas, bon, on ne va pas aller dans ce sujet-là parce qu'on pourrait parler dans 1 heure, mais
peut-être qu'il faudrait songer, est-ce que finalement l'OTAN, justement, à laquelle appartient la Turquie, n'a pas quelque part intérêt d'avoir aussi une frontière avec l'Iran dans le nord? Et que c'est pas, vous voyez, réfléchir différemment et peut-être... La différence près que ce corridor est contrôlé par les Russes, donc surveillé par les Russes. Mais donc, justement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le bloc OTAN voudrait se servir quelque part de la Turquie pour rentrer dans le Caucase et sortir la Russie de cette... parce que la position d'Israël pendant cette guerre aussi, dans le soutien de l'Azerbaïdjan, est assez troublante. Alors, il y a beaucoup d'accords économiques, comme vous savez. Ils ont besoin du gaz de l'Azerbaïdjan, comme nous-mêmes, on achète du gaz et du pétrole. Il y a des affaires, évidemment, de pipeline. Mais sur l'OTAN, vous avez raison. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé en Géorgie ces dernières années correspond aussi à une volonté de l'OTAN d'avoir une présence pour surveiller à la fois l'Iran et la Russie. La Géorgie, c'était idéal. C'était entre les deux. Évidemment qu'il y a un jeu de domino diplomatique qui nous échappe. Mais raison supplémentaire plutôt pour laquelle il faut aller sur place et voir la situation, parce que les gens qui combattaient, que j'ai vu combattre, ils sont loin, loin, loin de toutes ces dimensions diplomatiques. Eux, ils cherchent à vivre en paix. Ils cherchent à vivre en paix, ils cherchent à vivre sur la terre de leurs ancêtres. Il y a toute une propagande azérie qui explique aussi que l'Azerbaïdjan, que cette région-là appartient à l'Azerbaïdjan, puisque Monsieur Staline l'a décidé ainsi. Donc c'est vrai que si c'est Staline qui fixe le droit des frontières internationales, tout est merveilleux. Et en occultant le fait que les monastères que vous trouvez en Artsakh sont encore plus anciens que ceux qu'on trouve en Arménie arménienne, puisqu'ils datent pour certains du IVe siècle, du 8e siècle, du 9e siècle. Donc c'est ça qui est, encore une fois, cet oubli du temps long. On se dit, voilà, on remonte à 1921, il y a des frontières qui ont été fixées en 1921, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais les Azéris, d'où viennent-ils? À partir de quand sont-ils appelés Azéris? Quand sont-ils arrivés dans cette région? Au XVIe siècle, XVIIe siècle, lorsqu'ils ont été chassés par les Russes de Crimée, ils sont des Tatars de Crimée. Les Arméniens, et je ne parle même pas de christianisme, les Arméniens sont un peuple paléochrétien, antéchrétien. Il y a des traces des Arméniens en Artsakh depuis avant la naissance de Jésus-Christ. Donc moi je veux bien qu'on dise que ce territoire est azéri parce que Staline a décidé, mais je pense qu'on peut au moins discuter 2 minutes de la légitimité des frontières fixées par l'Union soviétique en 1921 et de la légitimité de leur permanence au XXIe siècle. Alors, pour revenir juste à l'actualité en France, il y a aujourd'hui au Sénat un texte pour la reconnaissance d'Artsakh. Qu'en pensez-vous? Comment vous ressentez ça? Est-ce qu'il y a une chance quelconque que ce projet aboutisse? Ah oui, moi je pense sincèrement que la reconnaissance de l'Artsakh va être votée au Sénat. Il y a de grandes chances. Ce vote arrive tardivement, mais il arrive tardivement pour cette raison-là, pour être sûr qu'il soit voté. Et Bruno Retailleau, qui l'a porté avec Valérie Boyer, qui sont des élus, les Républicains, ont fait en sorte d'avoir l'accord des présidents d'autres groupes, y compris le Parti communiste, y compris le Parti socialiste, y compris les centristes, pour être sûr que ce vote soit favorable, ce qui, à mon avis, sera le cas. Qu'est-ce que ça va changer? C'est d'abord symbolique, mais c'est un symbole très très fort. Le Sénat de la France qui vote la reconnaissance de l'Artsakh, je pense que ça fera un petit peu de bruit, même si, encore une fois, après ça va aller à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale suivra? Il y a beaucoup de députés qui sont favorables aussi, qui portent le projet, mais quand bien même l'Assemblée nationale le voterait aussi, est-ce que un vote du Parlement a une valeur diplomatique? La réponse est non. C'est le gouvernement, mais ça met une pression sur le gouvernement. C'est-à-dire que quand vous avez une majorité de députés et de sénateurs qui insistent pour quelque chose, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Donc c'est un moyen de pression légale, qui n'a pas beaucoup de valeur juridique, mais une valeur symbolique très forte, et qui est un signal, notamment pour Erdogan. Je pense que Erdogan ne sera pas content d'apprendre que le Sénat français, comme le Parlement français, il y a quelques années, a reconnu le génocide des Arméniens de 1915. Souvenez-vous, la réaction de la Turquie. La pénalisation du négationnisme. Et de la pénalisation du négationnisme. Qui a après été retoquée par le Conseil constitutionnel. Absolument. Mais c'est quand même des petits signaux. D'abord, moi, je pense qu'il y a des signaux très forts pour le peuple arménien, d'Arménie et d'Artsakh, et pour la diaspora du monde entier, de dire regardez, les Français, tous les Français ne vous ont pas oublié. La diplomatie française fait de la diplomatie, mais l'émanation du peuple français, que sont les élus, porte ce projet, porte cette résolution et indique aux Arméniens qu'on veille, on surveille, on est attentif à ce qui se passe, on ne traite pas ça en disant « Oh là là, encore un conflit là-bas dans le Caucase », ne nous en mêlons pas. Ça nous concerne parce que vous l'avez dit en introduction,
parce qu'on a une sympathie historique pour l'Arménie, mais aussi de façon très égoïste, parce que les Arméniens qui se sont battus contre les djihadistes à 4000 km de la France se sont battus pour nous aussi. Et de manière un peu plus objective, parce que en oubliant, moi j'essaie toujours d'essayer d'oublier justement une partie émotionnelle, de regarder les choses objectivement. Lorsqu'on regarde le droit international, le peuple d'Artsakh a respecté, on va dire, tout ce qu'il fallait respecter pour justement être un État indépendant. En plus, sa population est réellement menacée d'une épuration ethnique, donc sa demande d'autodétermination par rapport à un État qui est agressif est légitime. C'est ça qu'il faut aussi rappeler, c'est que ce n'est pas une... et je suis d'accord avec vous qu'effectivement, il y a la diplomatie française, et puis il y a les Français, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on voit que même sur les questions franco-françaises, on voit qu'il y a une énorme, un énorme décalage entre les élites politiques. On voit qu'il y a des présidents de région, des élus, des municipalités qui apportent d'argent, qui reconnaissent Artsakh de manière symbolique pour envoyer un signal aux élites politiques, enfin au gouvernement plutôt. Et puis peut-être aux autres pays européens qui ont encore un peu d'admiration pour la France, pour ce qu'elle incarne, pour ce qu'elle représente. C'est qu'on se dit, si le Sénat français reconnaît l'indépendance de l'Artsakh, ça n'est pas rien et ça peut donner envie à d'autres parlements, à d'autres élus dans d'autres pays, peut-être de moindre importance, mais c'est cette accumulation de signaux de plusieurs pays d'Europe. Il y a aussi en Espagne, moi j'ai croisé un député espagnol là-bas, il y a des élus espagnols qui sont venus aussi constater ce qui se passait en Artsakh. Donc encore une fois, on l'a dit en début, ça ne concerne pas que les Arméniens, ça n'est pas un combat communautaire. Et de la même façon, lorsque des Français d'origine arménienne se font agresser par des loups gris en France, ce ne sont pas des Arméniens qui sont agressés, ce sont des Français, et qui se revendiquent français, qui se disent français, et qui sont attaqués, mais c'est un acte de racisme pur et dur, pour leurs origines, il n'y a pas plus raciste que ça, et par des citoyens qui ne sont pas forcément français, eux, qui sont des associations qu'on essaye de dissoudre aujourd'hui, même si elles ont une structure tellement molle et flasque qu'il est difficile de les dissoudre. Mais les loups gris sont présents en France d'une manière physique, menaçante. Donc encore une fois, ce combat n'est pas que le combat des Arméniens, il est le combat des Français d'origine arménienne et des Français non arméniens, et je me mets dedans, et c'est pour ça que j'ai aussi embrassé, non pas cette cause, parce qu'encore une fois, c'est pas une cause, mais que je me suis intéressé de très près à ce conflit, parce que je sens dans ce combat qu'il y a quelque chose qui touche aussi aux Français. Alors pour finir cet entretien, une question un peu plus globale, si vous deviez adresser un message aux Arméniens pour l'avenir, qu'est-ce que vous nous conseillerez? D'abord, je pense à tous les Arméniens que j'ai vus là-bas pendant une semaine sur le front, de rester comme ils sont. Ce qui m'a frappé, c'est la dignité. Je crois que c'est le mot qui symbolise le plus. La couverture, la photo de couverture du Figaro Magazine qu'on a publié la semaine dernière, je trouve symbolisait à la fois la souffrance, le malheur, le drame que vivaient les Arméniens, et aussi ce regard d'une dignité incroyable. Et moi, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, j'ai publié des témoignages, ce qui me frappait, c'est leur absence d'agressivité, leur absence de nationalisme guerrier, leur absence de discours militariste. Vous êtes, les Arméniens, en état de résistance et de survie. C'est ça qu'il me semble que les Français doivent comprendre et que les Arméniens doivent espérer de notre part, c'est qu'on a compris qu'il s'agit d'une question de survie d'une âme, pas seulement de corps physique, parce que les corps physiques, on les déplace, c'est le cas en ce moment. Mais il y a une âme dans la nation arménienne qui est quelque chose d'indicible, qui s'incarne dans les arts, qui s'incarne dans l'histoire, qui s'incarne dans la culture, qui s'incarne dans l'architecture, qui s'incarne dans le dialogue, qui s'incarne évidemment dans la langue arménienne si particulière, et l'alphabet, qui ont été des vecteurs de résistance de cette identité. Et malheureusement, les Arméniens n'ont plus toutes les cartes en main. Maintenant, c'est à nous, les Français, entre autres, de jouer. Et encore une fois, ce qui va se passer aujourd'hui au Sénat est une petite carte, il me semble, qu'on va essayer de jouer pour dire aux Arméniens qu'ils ne sont pas abandonnés de tous. Merci Jean-Christophe Buisson. Merci.